Renaissante, j'ai donné son nom au PDG. L'entreprise est tombée à zéro, elle a paniqué. Dièse Renaissance. Je l'ai laissé voler tout un empire. Une douleur aiguë traversa ma poitrine. C'était comme si une main invisible écrasait mon cœur avant de resserrer brutalement son emprise. L'écran de mon ordinateur se brouilla. Les voix de mes collègues, qui discutaient d'un dossier d'investissement, s'éloignèrent peu à peu, comme si elles me parvenaient depuis le fond de l'eau. Un sifflement perçant envahit mes oreilles. L'obscurité avala progressivement mon champ de vision. Je le savais, j'étais en train de mourir. Dans la dernière seconde précédant la disparition de ma conscience, je ne pensais ni à mes parents ni aux rêves que je n'avais jamais pu réaliser. Je revis seulement le message de recouvrement envoyé par la banque. Un montant négatif affiché en rouge. Une dette que je n'aurais jamais pu rembourser, même en travaillant jusqu'à la mort. Puis une voix douce et familière me tira des ténèbres. « Jeanne, tu as une mine affreuse. Tu as encore passé la nuit à travailler ?» J'ouvris brusquement les yeux. La lumière fluorescente du plafond m'obligea à les plisser. La douleur qui broyait ma poitrine avait disparu. Mon cœur battait avec force, selon un rythme régulier et puissant. J'étais vivante. Devant moi s'étendaient les bureaux cloisonnés que je connaissais si bien, avec leurs parois grises, l'odeur du café froid et celle de l'encre des imprimantes. J'étais dans les locaux du ** groupe Valmont **, l'une des sociétés d'investissement privées les plus puissantes de Paris. Je regardais l'écran de mon ordinateur. La date était affichée en bas à droite. *12 mars *. Le jour où tout avait commencé. Une main pâle me tendit une bouteille d'eau minérale. Des gouttes de condensation glissaient le long du plastique transparent. Je relevai les yeux. La femme qui me souriait était * Isabelle Moreau *, ma collègue et celle que j'avais autrefois considérée comme ma meilleure amie. Dans ma vie précédente, Isabelle m'apportait à manger lorsque je faisais des heures supplémentaires. Quand un supérieur me réprimandait, elle était toujours la première à venir me réconforter. Chaque fois que j'étais submergée par les dossiers, elle proposait spontanément de m'aider. Dans cette ville froide et impersonnelle, je l'avais considérée comme une sœur. Et c'était elle qui avait détruit toute mon existence. Mon regard se fixa sur la bouteille. Tous les détails que j'avais négligés autrefois me revinrent avec une précision effrayante. Tout avait commencé à l'époque où Isabelle avait pris l'habitude de m'apporter des repas et des boissons. Au début, seules quelques centaines d'euros avaient disparu de mon compte. J'avais cru avoir mal calculé mes dépenses. Puis plusieurs milliers d'euros s'étaient volatilisés. Les relevés bancaires indiquaient des retraits effectués à des distributeurs où je ne m'étais jamais rendu. Pourtant, les images de vidéosurveillance montraient une femme qui me ressemblait parfaitement, jusque dans sa démarche et sa manière de s'habiller. La police pensait que je cachais quelque chose. La banque refusait de me rembourser. Même ma famille avait commencé à douter de moi. Puis les 20 000 euros que j'avais économisés pour l'opération de ma mère avaient disparu en une seule nuit. Pour rembourser mes dettes et payer les soins, j'avais accepté tous les travaux indépendants que je pouvais trouver. Je travaillais la journée chez Valmont, puis je traduisais des documents, analysais des données et rédigeais des rapports jusqu'au milieu de la nuit. Je dormais moins de 4 heures par jour. Pendant ce temps, Isabelle achetait les derniers téléphones, portait des sacs de luxe et publiait des photographies prises à Monaco, Milan ou Santorin. Ce ne fut qu'après ma mort par épuisement, lorsque mon âme errait encore dans les bureaux, que j'entendis une conversation entre Isabelle et son amant. Jeanne était vraiment stupide. Je lui ai pris jusqu'au dernier centime et elle continuait à me considérer comme sa meilleure amie. L'homme avait ri. Grâce au système de transfert d'actifs auquel je t'ai lié, il suffit qu'une cible mange ou boive quelque chose que tu lui offres. Son argent électronique est ensuite transféré sur ton compte sans laisser de traces. Isabelle avait répondu. Les économies de Jeanne ne représentaient presque rien. Maintenant, je vise le nouveau stagiaire du service des investissements. Sa famille possède une chaîne d'hôtels. Toute ma souffrance n'avait donc été que le carburant permettant à son système de se renforcer. Je regardais la bouteille qu'elle me tendait. Isabelle souriait toujours avec douceur. Bois un peu. Tu dois prendre soin de toi. Derrière son apparente innocence, je distinguais désormais son impatience et son avidité. Je pris la bouteille. Le froid du plastique se propagea jusqu'au bout de mes doigts, mais il n'était rien comparé au froid qui envahissait mon cœur. Je lui rendis son sourire. Merci, Isabelle. Elle parut immédiatement soulagée. J'ouvris la bouteille, mais je ne bus pas. Dans ma vie précédente, Isabelle m'avait traité comme un compte bancaire vivant. Cette fois, la laisser voler quelques milliers d'euros avant de se faire arrêter aurait été trop simple. Je voulais lui offrir quelque chose de beaucoup plus grand. Un cadeau capable d'écraser définitivement son avidité. Je posai la bouteille près du clavier et fis semblant de reprendre mon travail. Pendant les 10 minutes suivantes, Isabelle ne cessa de regarder dans ma direction. En constatant que le niveau de l'eau n'avait pas baissé, elle commença à s'agiter. Je savais pourquoi. Dans l'ancienne chronologie, c'était précisément ce jour-là que les 5000 premiers euros destinés au traitement de ma mère avaient disparu. À ce moment, un message fut publié sur le groupe interne du département. Et j'étais,
Tous les stagiaires et assistants analystes sont priés de rejoindre la grande salle de réunion du 31e étage afin de préparer la réunion stratégique de 14 heures. L'occasion que j'attendais venait de se présenter. Je me levai, pris mes dossiers et emportai la bouteille. Je dois préparer la salle. Je la boirai tout à l'heure. Sans lui laisser le temps de répondre, je quittai l'espace de travail. Le siège du groupe Valmont se trouvait à la Défense. Depuis la salle de réunion du 31e étage, on apercevait une grande partie de Paris à travers les immenses baies vitrées. C'était ici que se prenaient des décisions portant sur des milliards d'euros. Nous étions 3 stagiaires chargés de disposer les plaques nominatives, les bloc-notes, les stylos et les bouteilles d'eau. Je me portais volontaire pour préparer les places de la direction. Au centre de la table se trouvait une plaque métallique portant un nom légendaire. Asterisco Armand de Valmont. Président-directeur général ***. Armand de Valmont, 52 ans, fondateur du groupe. Dans le milieu financier français, il était considéré comme une légende. Froid, impitoyable et célèbre pour son absence totale de compassion. Son groupe contrôlait des fonds d'investissement, des actifs immobiliers, des sociétés énergétiques et plusieurs entreprises technologiques européennes. La fortune placée sous son contrôle dépassait tout ce que j'étais capable d'imaginer. Je regardais sa plaque, puis la bouteille que je tenais. Ce serait lui. Lorsque les 2 autres stagiaires tournèrent le dos pour régler le projecteur, j'échangeai rapidement la bouteille donnée par Isabelle contre celle qui se trouvait devant la place d'Armand. Les 2 emballages étaient identiques. Je révisai soigneusement le bouchon afin qu'il donne l'impression de n'avoir jamais été ouvert. L'opération dura moins de 10 secondes. Pourtant, mes paumes étaient couvertes de sueur froide. Ce n'était plus une simple vengeance. Je mettais le système d'Isabelle à l'épreuve face à l'immense fortune d'Armand de Valmont. Si mon plan fonctionnait, son avidité provoquerait une tempête capable d'engloutir tous ceux qui étaient liés. Lorsque je revins à mon bureau, Isabelle inspecta immédiatement ma table. Où est la bouteille? Je secouai ma gourde vide. J'avais tellement soif que je l'ai terminée dans la salle de réunion. Un sourire radieux apparut sur son visage. Tant mieux. Tu dois vraiment mieux prendre soin de ta santé. Son téléphone s'alluma. Je savais qu'elle consultait son compte bancaire. Cependant, les 5 000 € qu'elle attendait n'apparurent pas. Son sourire se figea brièvement avant de redevenir naturel. Elle pensait probablement que le système avait simplement pris du retard. Je baissai les yeux vers mon écran pour dissimuler mon sourire. Ne sois pas si pressée, Isabelle. Le banquet préparé pour toi n'a pas encore commencé. À 14 heures précises, la réunion stratégique mensuelle du groupe Valmont débuta. Le directeur m'avait désigné comme secrétaire de séance. Je pouvais donc rester dans un coin de la salle et assister personnellement à la tempête. Autour de l'immense table ovale étaient installés les directeurs des investissements, des affaires juridiques, du contrôle des risques, de la technologie et de la gestion d'actifs. Armand de Valmont occupait la place centrale. Il portait un costume bleu nuit parfaitement ajusté. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement coiffés en arrière et son regard était si tranchant qu'il suffisait à imposer le silence. Isabelle n'avait pas le statut nécessaire pour participer à une telle réunion. Elle devait être à son bureau, en train d'actualiser frénétiquement son application bancaire. Mon attention restait fixée sur la bouteille placée près de la main d'Armand. La réunion commença. Les directeurs présentèrent leurs rapports les uns après les autres. Armand les interrompait régulièrement avec des questions courtes et précises qui les faisaient transpirer. 1 heure passa. Il n'avait toujours pas touché à la bouteille. Je commençais à m'inquiéter. Lors des réunions précédentes, il buvait généralement une bouteille entière. Mais ce jour-là, il ne semblait pas avoir soif. 30 minutes supplémentaires s'écoulèrent. Finalement, Armand tendit la main. Je retins presque ma respiration. Il prit la bouteille, dévissa le bouchon et la porta à ses lèvres. À cet instant, son assistant personnel entra précipitamment et se pencha pour lui murmurer quelque chose. Armand fronça les sourcils, reposa la bouteille et quitta la pièce. Mon cœur sombra. Il n'avait manqué qu'une seconde. La réunion fut suspendue pendant environ 15 minutes. Assise dans mon coin, je sentais mes mains et mes pieds devenir glacés. Le destin m'avait-il offert une seconde vie uniquement pour m'empêcher de me venger? La porte s'ouvrit. Armand revint, le visage plus sombre encore. Il ordonna que la réunion reprenne, puis se rassit. L'échange à l'extérieur semblait l'avoir contrarié et asséché sa gorge. Cette fois, il saisit immédiatement la bouteille. Sans hésiter, il but 3 longues gorgées. Je baissai la tête pour cacher le sourire qui se dessinait au coin de mes lèvres. Au même moment, le téléphone secondaire dans ma poche vibra. C'était exactement la vibration que je recevais autrefois lorsque le système prélevait de l'argent sur mon compte. Mais cette fois, ce n'était pas mon argent qui disparaissait. 3 secondes plus tard, l'écran principal de la salle changea brutalement. La courbe bleue représentant la valeur totale des actifs du groupe Valmont vira au rouge avant de plonger à la verticale. Les chiffres se transformèrent les uns après les autres en 0. Toute la salle se figea. Le directeur de la technologie fut le premier à se lever. Qu'est-ce que c'est que ça? La réunion sombra immédiatement dans le chaos.
Les dirigeants sortirent leur téléphone et appelèrent leurs équipes. Suspendez toutes les transactions. Coupez les accès extérieurs. Vérifiez les serveurs de secours. Bloquez tous les comptes de paiement. Armanda Balmoon resta assise. Il contemplait les chiffres disparaître, tandis que son expression devenait de plus en plus terrifiante. L'empire qu'il avait construit pendant plus de 30 ans se transformait en cendres après quelques gorgées d'eau. Mon téléphone continuait de vibrer dans ma poche. Chaque vibration signalait le transfert d'une nouvelle masse d'argent vers un endroit où elle n'aurait jamais dû se trouver. Cet endroit était le compte d'Isabelle. Je pouvais l'imaginer observant son solde passer de quelques milliers à plusieurs millions, puis à des centaines de millions et enfin à des milliards d'euros. Au début, elle avait certainement ressenti une joie immense. Mais lorsque les chiffres avaient dépassé tout ce que son esprit pouvait concevoir, cette joie avait dû se transformer en terreur absolue. La porte s'ouvrit brutalement. Le directeur informatique entra en courant, le visage blême. Toutes les données relatives aux actifs ont disparu des systèmes comptables et de conservation. Nous n'avons détecté aucune intrusion extérieure. Armand releva lentement la tête. Combien? Plus de 180 milliards d'euros ont disparu des comptes liés au groupe et des fonds sous gestion. La salle devint silencieuse. Où est allé le dernier flux financier? Le directeur informatique déglutit. Vers un compte personnel appartenant à quelqu'un du département du développement des investissements. Le nom? L'homme répondit d'une voix tremblante. Isabelle Moreau. Je baissai les yeux. Felicitations, Isabelle. Tu venais de devenir la femme la plus riche d'Europe. Et la principale suspecte du plus grand détournement d'actifs de l'histoire financière française. Je demandai l'autorisation de sortir sous prétexte d'aller aux toilettes. En passant devant le service des investissements, je vis une foule rassemblée autour du bureau d'Isabelle. Elle était affaissée sur sa chaise, le visage aussi blanc qu'une feuille de papier. Son téléphone était toujours allumé dans sa main, affichant une suite de chiffres interminables. Mon Dieu, d'où vient tout cet argent? Elle n'est qu'analyste junior, non? Le service informatique vient de prononcer son nom. Isabelle releva la tête. En me voyant, elle se précipita vers moi et agrippa mon bras. Jeanne, je ne sais pas ce qui se passe. Cet argent est apparu tout seul sur mon compte. Je retirai mon bras en feignant la panique. Plus de 100 milliards d'euros ne peuvent pas apparaître tout seuls. C'est la bouteille d'eau. Isabelle cria presque. Qu'est-ce que tu as fait de la bouteille que je t'ai donnée? Les personnes qui nous entouraient commencèrent à la regarder avec méfiance. Yeretsulai. C'est pourtant toi qui insistais pour que je la boive. Ma réponse la pétrifia. À cet instant, le directeur juridique apparut accompagné de 4 agents de sécurité. Mademoiselle Isabelle Moreau, veuillez nous suivre. 2 agents la saisirent par les bras. Isabelle se débattit. Je n'ai pas pris cet argent. Je n'ai rien fait. Alors qu'on la traînait vers les ascenseurs, elle se retourna vers moi. Jeanne, dis-leur la vérité. Dis-leur que je n'ai rien à voir avec ça. Je restai silencieuse tandis que les portes métalliques se refermaient sur elle. Dans ma vie précédente, lorsque je l'avais suppliée de me prêter de l'argent pour soigner ma mère, Isabelle avait répondu. Désolée, Jean. Tout mon argent est immobilisé dans un investissement. Elle avait l'argent. Elle aimait simplement me voir désespérée. C'était maintenant son tour. Après l'arrestation d'Isabelle, le groupe Valmont entra dans un état d'urgence totale. Le service informatique rappela tous ses ingénieurs. Les comptables découvrirent que les grands livres électroniques avaient été entièrement effacés. Les clients appelaient sans interruption pour retirer leurs investissements. La rumeur selon laquelle le groupe était devenu insolvable se répandit rapidement dans les marchés parisiens. Les actions des entreprises liées à Valmont commencèrent à s'effondrer. Quant à moi, je retournai à mon bureau comme si je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'ouvris mon application bancaire et transférai les 800 € qu'il me restait à ma mère. Ensuite, je supprimai les liens avec mes cartes, me déconnectai de tous mes portefeuilles électroniques et réinitialisai mon téléphone. Dans ma vie précédente, j'avais découvert que le système d'Isabelle ne pouvait prendre que l'argent électronique. Les espèces n'étaient pas touchées. Je venais de couper le dernier lien entre nous. Même si elle survivait à l'enquête, elle ne pourrait plus me prendre un seul centime. À 16 heures, tous les employés reçurent un courrier électronique leur demandant de travailler à domicile jusqu'à nouvel ordre. C'était seulement une manière polie d'annoncer que le groupe était en train de s'effondrer. Je quittai le bâtiment avec un petit sac en toile. Des journalistes avaient déjà encerclé l'entrée. Les flashs des appareils photographiques illuminaient les visages anxieux. Je relevai ma capuche et m'éloignai discrètement. L'air froid de Paris était étonnamment pur. Pour la première fois depuis des années, je pris une profonde inspiration sans penser à mes dettes. Durant les 2 jours suivants, je restai dans mon petit appartement, le téléphone éteint. Pendant que je vivais dans le silence, un véritable séisme secouait le monde extérieur. La disparition des actifs du groupe Valmont occupait toutes les premières pages des journaux français. Certains parlaient d'une attaque menée par des pirates internationaux. D'autres soupçonnaient Armand de Valmont d'avoir détourné l'argent avant d'organiser une fausse disparition. Mais l'histoire la plus fascinante restait celle d'Isabelle Moreau, une simple employée qui s'était retrouvée avec plus de 100 milliards d'euros sur son compte.
Ses photographies, son parcours et jusqu'aux rumeurs de son époque universitaire furent publiées sur Internet. Je savais qu'Armand essayait de faire d'elle un bouc émissaire. Le 3e matin, je rallumai mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués apparurent. La plupart venaient de la police. J'appelai d'abord ma mère. Elle confirma avoir reçu l'argent et m'annonça que l'hôpital avait enfin programmé son opération. Ensuite, je rappelai les enquêteurs. Un officier nommé Mathieu Lefebvre me demanda de me présenter auprès du service chargé des infractions financières. Je mis des vêtements simples, ne me maquillai pas et pris le métro. Dans la salle d'audition, Isabelle était assise, les poignets menottés. En seulement 3 jours, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Dès qu'elle m'aperçut, elle bondit. C'est elle. Elle m'a piégée. Les policiers la forcèrent à se rasseoir. Mathieu me fit signe de prendre place. Vous étiez proche d'Isabelle au sein de l'entreprise. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel le jour des faits? Je baissai les yeux comme pour réfléchir. Le matin, Isabelle m'a donné une bouteille d'eau. Elle disait que j'avais l'air fatigué et insistait beaucoup pour que je la boive. Elle ment. Isabelle Hurla. Elle a échangé la bouteille avec celle de Monsieur de Valmont. Mathieu se tourna vers moi. Hier pondiscament. J'ai participé à la préparation de la salle. J'avais soif, alors j'ai bu la bouteille offerte par Isabelle. Celle de Monsieur de Valmont avait été installée avec les autres bouteilles par l'équipe chargée de la réunion. Mon histoire était cohérente. J'avais effectivement apporté une bouteille dans la salle. J'avais aussi participé à la disposition des bouteilles. Je ne racontais pas toute la vérité, mais chacune de mes phrases prises séparément était exacte. Mathieu semblait davantage faire confiance à une jeune femme calme et articulée qu'à une suspecte délirant au sujet d'un système surnaturel. À ce moment, un policier entra et murmura quelques mots à l'oreille de Mathieu. Son expression chanhea. Armand de Valmont souhaite vous parler. Un mauvais pressentiment m'envahit. Armand n'était pas comme Isabelle. Il avait survécu pendant des décennies dans un monde financier rempli de complots. S'il demandait à me voir, c'était qu'il avait remarqué quelque chose. On me conduisit dans une autre salle. Armand portait encore son costume, mais ses cheveux étaient en désordre et son visage creusé. Il était assis de l'autre côté de la table. Vous pouvez cesser de jouer la comédie, mademoiselle Dubois. Je ne répondis pas. Il poussa une pile de dossiers vers moi. Vous et Isabelle étiez concurrentes pour une bourse d'études supérieures. Vous aviez déjà un conflit depuis l'université. Vous aviez donc un mobile pour vous venger. Je compris son intention. Il voulait construire une nouvelle histoire. Isabelle serait l'acolyte avide. Je serais le cerveau. Et Armand de Valmont ainsi que son groupe deviendraient les victimes innocentes. Il désigna les documents. Plusieurs projets auxquels vous avez participé présentent des traces d'accès correspondant à des périodes de fuite de données. Avouez comment vous avez agi avec Isabelle. Je demanderai à mes avocats de vous obtenir une peine réduite. Il se pencha vers moi. Sinon, vous passerez votre vie en prison. Vos parents ne pourront plus jamais relever la tête. Il utilisait ma famille pour me menacer. Exactement comme Isabelle l'avait fait autrefois. Je soutins son regard. Vous voulez faire de moi votre bouc émissaire. Son expression se durcit. Je vous offre une chance. Des dizaines de personnes ont consulté ces dossiers. Je suis une analyste junior sans accès au réseau central. Comment aurais-je pu transférer tous les actifs du groupe? Vous aviez besoin d'argent. Votre mère est malade. Oui. Ma famille est pauvre et j'ai besoin d'argent. Yemelavai. C'est précisément pour cette raison que je comprends mieux que quiconque ce que signifie perdre tout ce que l'on possède. Ma voix se brisa légèrement. J'ai étudié pendant des années, obtenu une bourse et tout fait pour rejoindre Valmont afin d'offrir une meilleure vie à ma famille. Je marche chaque jour sur une couche de glace fragile. Pourquoi aurais-je risqué mon avenir et détruit le seul espoir pour lequel je me suis battu? La salle resta silencieuse. Même le policier chargé du procès-verbal me regardait avec compassion. Armand ne pouvait pas comprendre l'instinct de survie d'une personne pauvre. Mais avant de venir ici, j'avais préparé mon dernier coup. Après l'appel de la police, j'avais acheté un téléphone jetable, utilisé un réseau Wi-Fi public et envoyé 2 courriers électroniques anonymes. Le premier au ** Parquet national financier ***. Le second à ** Tracfin ** le service français de renseignement chargé de lutter contre le blanchiment d'argent. Dans ma vie précédente, pendant mes longues nuits de travail, j'avais vu des documents que je n'aurais jamais dû voir. Des comptes au Luxembourg. Des sociétés écrans à Malte et aux îles Caïmans. Des fonds transférés à travers plusieurs niveaux de société afin d'en dissimuler l'origine. J'avais regroupé tous les éléments dont je me souvenais. Numéro de compte, nom des entités et méthode de transfert. Puis je les avais transmis anonymement. Armand voulait transformer l'affaire en conflit personnel entre un milliardaire et une employée pauvre. Moi, je l'avais transformé en affaire financière nationale. Lorsque l'appareil d'État se mettait en mouvement, même ses avocats ne pouvaient plus rien faire. Dans la salle, Armand changea de méthode. Je peux vous donner de l'argent. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je me contentais de regarder l'horloge. J'attendais.
Armand perdit patience. Je peux faire en sorte qu'aucune entreprise française ne vous engage jamais. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Un groupe d'enquêteurs vêtus de manteaux bleu foncé entra. Le responsable présenta un mandat. Monsieur Armand de Valmont, vous êtes placé en garde à vue pour suspicion d'escroquerie financière organisée, abus de biens sociaux, blanchiment d'argent et fraude fiscale à grande échelle. 2 agents lui passèrent les menottes. Le claquement métallique résonna dans la pièce. Pour la première fois, l'arrogance disparut de son visage. Alors qu'il était conduit vers la sortie, il me regarda avec une profonde incompréhension. Il ne comprendrait probablement jamais comment les autorités avaient pu remonter jusqu'à lui aussi rapidement. L'arrestation d'Armand modifia complètement l'orientation de l'enquête. Il ne s'agissait plus seulement d'une employée isolée ayant dérobé la fortune d'une entreprise. Les enquêteurs commencèrent à soupçonner qu'Isabelle n'était qu'un instrument au sein d'une organisation financière bien plus vaste. Je demandai à la voir une dernière fois. Dans une salle de détention, Isabelle s'assit en face de moi, les yeux rouges de colère. « Toi aussi, tu es revenu dans le passé, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. « Tu m'as volé ma vie. » Elle frappa la table. J'étais destinée à devenir riche. J'avais un système. J'avais été choisie. Je la regardai froidement. « Tu n'as jamais été choisie. On t'a simplement donné un outil permettant de vider les autres de leur sang. » Elle serra les dents. « Le monde appartient au plus fort. » Non. Je secouai la tête. Tu t'es seulement crue forte parce que tu disposais d'un moyen de tricher. Yemelevai. Dès que cet outil s'est retourné contre toi, il ne t'est plus rien resté. Isabelle perdit complètement le contrôle. Elle se mit à hurler au sujet du système, de la renaissance et de la trahison, jusqu'à ce que les policiers l'emmènent. L'enquête dura plusieurs mois. Les autorités découvrirent finalement que ce qu'Isabelle appelait un système était en réalité un outil financier illégal développé par un groupe de pirates travaillant pour Armand. Il avait été conçu pour détourner les actifs de certaines cibles, puis dissimuler les flux d'argent à travers des centaines de comptes intermédiaires. Au cours d'un test, Isabelle avait accidentellement été liée à l'outil. Elle avait alors commencé à l'utiliser pour voler les personnes qui lui faisaient confiance. Lorsque j'avais échangé les bouteilles, le système avait fini par aspirer les actifs de celui qui avait financé sa création. Le serpent s'était mordu la queue. Armand de Valmont fut condamné à une lourde peine de prison pour fraude financière, blanchiment d'argent, évasion fiscale et organisation d'un système de détournement d'actifs. Une grande partie de son empire fut saisie ou vendue pour indemniser les investisseurs. Isabelle fut condamnée pour complicité, détournement de fonds et fraude. Ses troubles psychologiques furent pris en compte, mais ils ne suffirent pas à supprimer sa responsabilité pénale. Quant à moi, je reçus une récompense accordée aux lanceurs d'alerte, car les informations fournies avaient permis aux autorités de récupérer une partie importante des actifs illégaux. Je remboursai toutes les dettes de ma famille. Ma mère fut soignée dans un bon hôpital de Lyon et se rétablit progressivement. Je quittai le secteur financier. Avec l'argent qu'il me restait, j'ouvris une petite boutique de fleurs près de l'université de Strasbourg et m'inscrivis à une formation en création de bijoux. Un après-midi ensoleillé, alors que je dessinais une bague, je reçus un appel de la police. Isabelle était décédée en prison après une longue période de dépression. Les enquêteurs avaient retrouvé un journal. Sur la dernière page, elle avait écrit « Et j'étais, Jeanne a volé la vie qui aurait dû être la mienne. » Je raccrochai et regardai par la fenêtre. Des étudiants couraient et riaient sous le soleil. Isabelle affirmait que j'avais volé sa vie. Mais la vie dont elle rêvait avait toujours été construite sur l'argent, la santé et le désespoir des autres. Je ne lui avais rien volé. J'avais seulement repris la paix qui m'appartenait. Sur la table, le dessin encore inachevé de la bague brillait sous la lumière. Je repris mon crayon. Et pour la première fois depuis ma renaissance, je souris sans ressentir la moindre haine.